Curieux et passionnés, bonsoir, bienvenue sur Radio Ciné. On est ravis de vous retrouver pour replonger à nouveau dans la saga 28 ans avec 28 ans plus tard, The Bone Temple. C'est le 4e film de la saga et cette fois il est réalisé par Nia DaCosta qui prend le relais sur Danny Boyle. On a très hâte. Donc tout de suite, c'est parti pour le jingle de Radio Ciné. Let's go! Les amis, nous sommes de retour sur le plateau et tout de suite je vais accueillir les chroniqueurs habitués, les mêmes chroniqueurs en fait que la dernière émission qu'on avait fait déjà sur 28 ans plus tard, le premier épisode de la trilogie. Nous avons ici Tom, Louis et Thomas, les fidèles chroniqueurs de l'assaut. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau, ça va les gars ? Ça va super, on est content d'être là. On a vu un homme en costume jaune et on s'est dit c'est peut-être le malin. C'est le moment. C'est le malin, all neck, voilà. Tout simplement. À chaque fois, il y a une référence au film avec le costume. Ah oui, c'est une référence au film, ouais, bien sûr. Bien sûr. Complètement au film, c'est vraiment... voilà. En fait, ça fait très plaisir puisque on s'était bien éclaté quand on avait parlé de 28 ans plus tard. De parler, bon, on parle beaucoup de films de genre, mais en même temps, c'est aussi un plaisir personnel. Ici, voilà, on apprécie tous. Et cette fois, c'était intéressant aussi. On voulait faire un bilan puisqu'on a beaucoup teasé sur le second film qui allait arriver. Et c'est parti, let's go quoi. On va voir, est-ce que la suite est à la hauteur, on se posait beaucoup de questions. Avant de commencer, pour tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent, en fait on est présent sur toutes les plateformes de streaming, de podcast. Vous pouvez nous suivre sur Spotify, sur Deezer. On est bien sûr présent sur les réseaux sociaux et sur YouTube. La plupart des gens nous suivent ou nous regardent sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça compte beaucoup pour nous. Et c'est toujours un plaisir de partager notre passion avec vous. Alors, avant de vous laisser la parole, rapide rappel de notre précédent podcast qui était sur Gérald le Conquérant, par Fabrice Eboué. Ça n'avait rien à voir, on passe du coq à l'âne et cette fois on retourne avec un film de genre. Donc 28 ans plus tard, Le Temple des Morts en français. Je l'ai dit en anglais, Bone Temple, parce que je trouve que le titre claque plus, mais voilà, Le Temple des Morts. Il est réalisé par Nia DaCosta. On aura un petit moment pour parler un peu de la réalisatrice et de sa carrière. Elle prend le relais donc sur Danny Boyle, qui a créé la saga 28 ans en faisant le premier film. Je fais des rappels voilà, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y en a aussi peut-être qui n'ont pas vu la précédente émission. Donc on fait un rappel général, c'est important aussi d'avoir ça. Il a été écrit par Alex Garland. Donc Alex Garland est encore là. Alex Garland, on le rappelle, il travaillait généralement avec Danny Boyle. C'est un fervent défenseur de la saga. C'est aussi lui qui la porte d'une certaine manière, qui écrit les épisodes. Et donc là, il n'a pas manqué à l'appel, comme on dit, il est encore là. Petite mention également pour la musique, puisque j'ai remarqué qu'on l'a évoqué, je crois, à 2 ou 3 reprises au moins dans les émissions, alors qu'on n'a pas fait tant que ça. C'est Hildur Guðnadóttir qui a fait la musique. Je sais que Tom, ici présent, est un fan, fan, en tout cas. Moi, oui, c'est vrai, je l'aime beaucoup et c'est marrant parce que je voulais en parler de ça, du coup, c'est marrant que tu l'aies notifié. Voilà, moi je l'ai noté en haut, je me suis dit, c'est vrai qu'on en parle plusieurs fois, donc c'est intéressant aussi ce leitmotiv de la musique aussi, où il y a des crossovers, où finalement le thème principal de 28 ans, qui a débuté avec le premier film est repris dans le deuxième, n'était pas présent dans le troisième, puis il revient là. On a aussi à chaque fois des nouveaux artistes qui interviennent, donc c'est aussi intéressant. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur ce 4e film de la saga. Rapide rappel quand même sur le principe, on va dire, de production globale, c'est que c'est le 2e film d'une nouvelle trilogie. On peut se perdre un peu facilement puisqu'il y aura en fait 5 films au total, en tout cas prochainement, avec le 3e film de la trilogie, et les 2 premiers s'appelaient respectivement 28 ans et 28 semaines. Voilà. Donc c'est pour pas... 28 jours, tu veux dire. 28 jours, pardon, et 28 semaines. Et donc là, on est sur 28 ans. Donc voilà, c'est pour pas vous perdre. Même nous, moi, je vais finalement en répétant. Parce que, voilà. Alors tout de suite, on va vous passer à la régie le teaser du film, et on se retrouve jusqu'après pour en discuter ensemble. Le teaser, c'est parti. I've been developing an idea about the infection. I believe it can be treated. Wait! Our time is running out. Are you ready?
certainement sur le plateau. Tout de suite, nous allons parler rapidement du synopsis quand même du film pour savoir globalement de quoi ça parle. Donc on sait qu'on est dans une saga de films d'horreur avec des zombies. Donc l'histoire globalement, pour ceux qui ne connaîtraient carrément pas du tout la saga à 28 ans, c'est qu'il y a une invasion en fait d'infectés. Ils ne sont pas appelés zombies dans les films, ils sont appelés infectés en Grande-Bretagne. On reste toujours en Grande-Bretagne. Et on se trouve 28 ans après cette fameuse infection générale de la population. Et nous allons suivre le parcours de Spike, qui est un enfant qui intègre le gang de Jimmy Crystal, qui est un des personnages principaux de la nouvelle saga. Et sa rencontre, en fait, va tourner en cauchemar, puisque c'est ce groupe-là, où tous les membres s'appellent Jimmy, ça c'est la blague juste avant là-dessus, en fait, s'avère pas très sympathique. De toute façon, on va aller dans le détail là-dessus. Et on a une autre partie du scénario qui suit davantage le docteur Kelson, qui a une relation assez troublante avec en fait, un infecté même alpha. Donc on avait parlé rapidement dans la précédente émission, souvenez-vous, de ce qu'étaient des différents types de zombies qui maintenant existaient. Et donc là, on suit également le docteur Kelson et sa découverte qui pourrait changer le monde, bien entendu, puisque c'est un remède contre l'infection, donc c'est pas rien. Voilà. Alors, est-ce que, selon vous, je vous lance sur une question très globale, mais c'est aussi votre impression de la séance que je questionne. Est-ce que vous pensez que que le film, est à la hauteur du précédent opus? Est-ce qu'il s'inscrit bien dans la continuité de cette saga? Comment a été votre séance, tout simplement, de cinéma? Moi, déjà, j'ai envie de dire, je suis déçu de quelque chose. Dis-moi. C'est qu'ils ont réduit la taille du sexe de l'alpha. Ils ont quoi? On a réduit la taille du sexe de l'alpha. Réduit la taille. Okay. On avait fait un aparté, effectivement, la dernière fois. C'est vrai qu'il était dans le premier opus. Putain, il était énorme. C'est vraiment, ça pendait, ça se voyait vraiment de loin. En plus, c'était un plan large sur lequel on le voit. Et vraiment, on le rate pas. Et là, c'est la première chose que vous avez. C'est vraiment décevant. C'est vraiment très décevant. Parce qu'on a cet acteur qui revient et qui prend beaucoup plus de place dans l'histoire. Le zombie alpha. Son sexe prend plus autant de place, c'est un peu chiant. Mais bon, on a passé outre. Et, et aussi, Nia D'Acosta sait faire des contre-champs. Chant contre chant, quoi. Tu as du mal avec la réalisatrice. De toute façon, on va faire un... Wow. C'est tout de suite polémique. C'est une petite... C'est pour rigoler, mais en vrai, grosso modo, moi, la séance... Pas du tout, ouais. En vrai, j'ai quand même apprécié, moi, je l'ai vu 2 fois. Ouais, je suis allé le voir 2 fois parce que la première séance, j'avais besoin de le revoir une 2e fois. Et en vrai, j'ai quand même apprécié le film dans son ensemble. Après, pour pas m'étaler, je trouve que le film, en fait... ne rentre pas. En fait, j'ai du mal à le situer dans la trilogie qu'ils veulent faire. C'est-à-dire qu'il y a Danny Boyle, il a mis en place un nouvel univers avec des nouveaux personnages, etc. Et en fait, dans le suivant, on reprend la suite directe. C'est vraiment la suite directe du premier de Danny Boyle. Du premier, ouais. Enfin, de 28 ans. Ouais. Et en fait, tu ne sais pas vraiment où ils veulent aller en termes de trilogie. C'est-à-dire qu'on retrouve nos personnages. Et Spike, par exemple, qui est le personnage principal du 28 ans, le jeune, et en réalité, dans le Bones Temple, il n'a pas vraiment d'évolution. Il suit le groupe de Jimmy Crystal, mais en fait, il les suit juste. Il est bloqué avec eux parce que il n'a pas le choix, parce que Jimmy est un fou furieux qui ne veut pas le laisser partir. Il fait partie du groupe. Mais en fait, du début à la fin, il n'a pas vraiment d'objectif, Spike, à part s'enfuir, mais il agit pas. Enfin, il agit très peu. Et du coup, je vois pas dans quoi ça s'inscrit frustré dans l'évolution et des personnages. Ouais. Et on a tous ressenti ça. En fait, on a ressenti ce sentiment d'épisode plus de série que d'un film d'une trilogie. En fait, le film fait très épisode sériel. Ou épisode, comme on avait dit, un filler. De transition. Ouais. Oui, c'est les fameux second opus comme Rogue One, comme Rogue One qui dans la saga Star Wars. Il est très bien, Rogue One. Non, mais il est très bien. Non, mais même le film, le 28 ans, moi j'ai aimé beaucoup de points. Sauf que si tu le mets dans le cadre de la trilogie des 28, c'est léger, il manque des choses. Alors, on rappelle, c'est parce que tu avais quand même adoré le premier opus. Oui. Et qu'on dit ça. On va, parce que là, je demande aussi un avis global, c'est pour ça que je vais laisser la parole. Mais c'est que quand même, rappelle que cet épisode, pour les critiques, a presque davantage plu que le précédent 28 ans.
Donc, et il a aussi un succès, on va dire, financier qui est égal, voire supérieur. Donc voilà, c'est quand même... Oui, mais c'est ça qui est étonnant. Et pour nuancer un peu ce que tu viens de dire, et dire que tu as peut-être adoré le précédent épisode, ce qui non, fait mais que, attends, voilà, encore une fois, je dis, moi, j'ai pas détesté. Okay. C'est juste qu'il a des points vraiment beaucoup plus faibles par rapport au premier, je trouve. Et pareil, au terme de réal, là où Danny Boyle testait des choses, il avait une maîtrise, il avait vraiment un point de vue sur la réal, etc. Nia DaCosta, on en reparlera après, mais ça reste du très classique. C'est pas mauvais, mais ça fait juste le taf. Il y a rien de particulier d'intéressant. En termes de mise en scène, en termes de réal et de mise en scène, c'est pas très intéressant, je trouve. Voilà. Donc. Et je trouve que c'est un pont. C'est un peu l'impression qu'on avait eu, tout ce qu'on en a parlé déjà, c'est que c'est un pont. C'est que de ce fait, il se suffit en lui-même, mais pour moi, il s'inscrit dans la saga parce que il fait le pont entre le 1 et le 3. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Danny Boyle, attention, c'est ce qu'on croit parce qu'on n'a pas vu le 3 encore. Oui, mais c'est la sensation que ça donne parce que du coup, on a l'impression vraiment qu'on a eu genre la quête secondaire qui prépare le 3e. Et on dirait même le fait que ça soit délégué à une autre personne en réalisation est lié au fait que oui, c'est un épisode de transition. C'est un épisode de transition entre le premier et le 3e, où le 3e reviendra beaucoup plus sur les thématiques de société, là où là c'était un peu un zoom in. Comme un fillers où on zoome dans la dynamique de groupe et ensuite là on retournera en mode ok, la société, parce que le premier c'est la société, là c'est vraiment les dynamiques internes, et de ce fait j'ai l'impression vraiment que c'est genre il vient compléter le premier, mais en vrai c'est vraiment un pont. C'est pour ça que je trouve que c'est dommage, parce que c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un truc de série, hein, ce qu'on avait dit, comme j'ai pas un ventre mou de série, mais quasiment. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je pense pareil, parce que du coup, vous avez dit tout ce que j'avais dit déjà hier. Force à toi. ouais, c'est ça. Bah, alors lui. Bon, déjà, je me réveille. Fais-nous une belle conclusion. Ouais, en fait, sentiment, parce que du coup, ta question à la base, c'est ce qu'on en avait pensé. Non, voilà, rapidement la séance, parce qu'après, bien vous en doutez, on va passer par toutes les étapes dans précisément. Voilà, c'est ça. Je vais pas mettre un long tunnel. Je vais, en gros, je suis un peu mitigé parce que j'en attendais un peu plus. Je l'ai pas trouvé intéressant le film. Par contre, je l'ai trouvé très divertissant. Et j'ai pris mon plaisir. Voilà. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Voilà. Et ensuite, je pense qu'on va étayer. On va étayer. Et des belles symboliques. Et belles symboliques. Alex Garland est un. Ça, c'est bon. Non, mais voilà. Sur ça. Au niveau scénaristique. Le point fort, c'est peut-être le scénario, d'ailleurs. Enfin, même il a ses points faibles. De toute façon, on va attaquer le scénario très rapidement et la place dans la saga. J'aimerais juste rappeler rapidement donc le box-office, on est à peu près, pour l'instant, parce que c'est pas terminé bien sûr, pour 60 millions de dollars et c'est un très bon démarrage et quasiment égal au précédent. Et des très bonnes critiques aussi, il faut le dire. Des critiques, voire d'ailleurs, si on regarde les notes, je veux dire, Rotten Tomatoes, 93% d'appréciation, plus de 80 sur 100 sur Sens Critique. Oui, j'ai vu les 7,1 sur Sens Critique, 80 sur 100 sur Metacritic. Ouais, il est mieux noté que... Sur Sens Critique, il est mieux noté que le premier. Ça, c'est fou quand même. Il est mieux noté que le premier. Je trouve que c'est fou quand même. Moi, ça m'étonne pas. C'est dégueulasse. Moi, je l'assume, ça m'étonne pas. Alors là, il y a une place qui est. Moi, je trouve ça dégueulasse. C'est révoltant. Après, on va voir. Chacun a son avis et pourquoi le premier ou le deuxième, selon vous, vaudrait une meilleure note, ou en tout cas, vous avantage plus. Là, il y a Ralph Fiennes qui prend une place beaucoup plus importante que le précédent film, pardon. On va s'y accorder un peu parce que quand même la performance d'acteur est vachement loué un peu partout et je pense à juste titre, je sais pas ce que vous en pensez, mais Ralph Fiennes toujours exceptionnel. Je voyais là en régie Chloé qui réalise avec Teddy qui me disait il y a Retour de Voldemort en voyant les photos. Elle a pas vu le film, et donc c'est drôle parce que c'est un acteur légendaire, on se dit à chaque fois qu'il est dans un film c'est mythique quoi. Voilà, donc la réalisatrice rapide quand même close-up parce que c'est important mine de rien, Nia DaCosta, qui est une réalisatrice et scénariste américaine. Elle est très jeune, elle a 36 ans. Donc elle a déjà fait 5 longs métrages à 36 ans, c'est pas rien. Parmi ces films, j'ai eu la chance de tous les voir, pas les courts métrages mais tous les longs métrages. On a eu la force. On a Little Woods en 2018, Candyman en 2021, The Marvels en 2023, c'est critiqué. On n'a pas le temps de s'étendre là-dessus. Et Eda, qui me semble n'est pas sorti en cinéma. Moi, j'ai pas trop apprécié, mais voilà, après chacun son avis, en 2025. Et The Bone Temple en 2026. Donc voilà, elle sort pas de nulle part non plus. Elle a travaillé avec Marvel, même si ça veut pas non plus. Elle sort pas de nulle part, mais un peu quand même. Oui et non, voilà. Après, il y en a plein des réalisateurs qui. Et si on délègue une franchise comme ça, c'est qu'on sait que la personne tient la route. Mais c'est juste que sur le style,
Voilà. Bon, ça, Bon, on fais pourra pas non débattre. plus l'avocat du diable, c'est très bien ce que je voulais dire. Bon, on verra. Là, on passe. Je vais rebondir sur un point que tu avais évoqué, L'avocat Thomas. du malin. Attention aux références du. Excellent. Mais en gros, non, là on passe sur une urgence. Avant c'était une urgence virale avec les infectés, tout ça. Et Thomas, tu disais que justement le côté social passait sur quelque chose de plus idéologique et peut-être même plus voilà, de sensible au niveau de l'émotion, tout ça. C'était une autre manière d'aborder aussi la saga 28 ans. Je ne sais pas si tu veux... Totalement. Pardon. On avait vu l'effondrement d'une société dans le 1 et cette fois-ci on voit à l'interne comment ça se déroule en fait, comment en fait les gens s'adaptent à l'interne, les dynamiques de groupe, qu'est-ce qui se passe en fait quand il n'y a plus rien. En fait, retour aux croyances primaires avec des actes cruels, mais aussi les gens qui ont encore de l'espoir, qui veulent aussi combattre de leur manière. Et là, je laisserai un peu tout le monde développer sur ça, mais on avait dit, hein, c'était par exemple entre Sir Jamie Crystal et notre cher Ralph. Ah oui. Eh bien, on a cet aspect où Kelson, du coup, on a le rationnel, l'approche rationnelle de l'effondrement sociétal et l'approche on va dire de foi un peu, je dirais pas païenne, mais un peu cet aspect genre pré-religieux de croyance où c'est ça qui tient le groupe. Absolument, ouais. Voilà. Un peu une dualité. Quelque chose de sectaire, on peut même assumer. Sectaire, c'est ça. Ouais. Mais deux approches de survie. En fait, c'est ce que j'adore avec Alex Garland, c'est quand il propose des réflexions sur la nature humaine dans ses films. Avec Men, justement, qu'il avait écrit. Ah oui. Oui, Excellent film. on en avait parlé, je crois que c'est 2022. Ouais, un peu space, mais en fait j'adore. Et je trouve que là, il joue dans sa zone de confort, où du coup, le film, il parle pas de grand-chose en fond. C'est peut-être un de ses points faibles. Par contre, il a en thème, on va dire, la nature humaine. Et on a justement cette inversion entre les zombies qui guérissent et les humains qui deviennent de plus en plus malades. Où on a ce Absolument. changement de rôle en fait qui Ouais. est intéressant. C'est un peu le seul truc que je trouve intéressant en fond. Sinon c'est c'est plus du divertissement. C'est un peu le fond du film, c'est aussi je l'ai retrouvé aussi dans plein de critiques, donc je trouve ça judicieux ce que tu dis, c'est qu'en fait finalement les véritables ennemis ne sont plus les zombies, Voilà, il y a un ou en tout cas, les transfert dans infectés, l'horreur, quoi. sont les humains. Enfin, il y a un peu une inversion comme ça. Et j'avais vu, juste, et après je te laisse la parole, j'ai vu que tu as levé le micro. Il est prêt à déchirer. C'est une phrase, c'est que on voit à quel point le fait de oui, c'est pour survivre n'est qu'une excuse. Et qu'en fait, en gros, on voit que le film, il explore le truc de ouais, mais on fait du mal, les mecs, ils sont obligés de buter les gens, mais c'est parce que, tu sais, c'est l'instinct de survie. Mais en fait, là, ça critique ça. En fait, ça vient critiquer ça, justement, avec les deux timelines. Et je trouve ça intéressant parce qu'on met beaucoup de choses sur oui, c'est en nous, ouais, c'est biologique, ouais, c'est primaire en nous, mais en fait, est-ce que ça l'est vraiment? Ou est-ce que c'est construit? Et du coup, ça pose cette question de, finalement, l'être bestial Samson, est-ce qu'il fait ça? Quand il est vraiment à l'état primaire, quand il est relaxé. Non, il fait pas le mal comme Jimmy Crystal. Quand il est plus infecté. Voilà. Oui, Oui, parce que c'est un mini spoil du film aussi pour les spectateurs, c'est que en fait finalement il arrive à être un peu moins infecté qu'il était avant grâce au docteur. C'est juste une précision. Tout à fait. Disons que je suis un peu, je suis à moitié d'accord avec Louis. Le film a un thème, mais je dirais pas qu'il. C'est quoi tu disais? Il parle de rien. Non, En fait, c'était plus que le film est une histoire divertissante. Ouais. Et le fond de l'histoire, ça va être la nature humaine et Ouais. l'horreur, où est-ce qu'elle s'y situe. Et j'ai pas senti d'autres fonds. Ok. Ouais. En gros, moi, ce que je pense, c'est que pour moi, il y a un fond, mais j'ai l'impression que c'est comme si en fait, il n'y avait pas un aboutissement complet. C'est le fond n'est pas. Il y a plein de petites pistes comme ça qui parlent juste de l'être humain, de sa violence, et en fait, t'as l'impression qu'il manque quelque chose pour avoir une conclusion de tout ça. Par exemple, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Jimmy. En réalité, il y a un gros parallèle qui est fait sur les infectés et lui. Donc ça, voilà, tout le monde l'a vu. D'ailleurs, je veux dire, c'est pas le seul film de zombies qui le fait. On le voit beaucoup dans The Walking Dead, où au début, la menace, c'est vraiment les infectés et les zombies. Et plus les saisons avancent, plus c'est les êtres humains en fait qui deviennent de plus en plus violents. Par exemple, on le voit bien avec Negan ou même le gouverneur, où en fait, il y a une monstruosité, surtout chez l'être humain et même plus chez les zombies. Et là, on a cette comparaison. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que chez Jimmy, c'est pas dit dans le film, mais on comprend qu'en fait, il est psychotique. C'est ce qu'on a compris un peu. C'est pas confirmé, mais oui. C'est il y pas a quelque confirmé. chose
Mais Jimmy Crystal, il dit qu'il entend du coup le diable lui parler dans la tête, il lui parle toute la journée et à la des fin, démences, ouais. voilà, et à la fin il voit même, il dit qu'il lui parle plus et on voit quand Samson arrive, il le voit en diable. Donc je pense qu'il a un trouble psychotique, ce qui fait aussi une comparaison entre, je pense surtout aussi la maladie, là où Samson, du coup l'infecté est traité par le docteur et du coup arrive à entre guillemets ne plus, à combattre entre guillemets la maladie, et là où Jimmy Crystal, en réalité, c'est peut-être pareil pratiquement, tu vois. Et du coup, c'est ça où je dis le film, il va pas au bout des choses parce que du coup, il y a on parle de la violence humaine, c'est-à-dire que les infectés, en fait, dans le film, les infectés, c'est pas les plus violents, c'est vraiment le groupe de Jimmy qui, d'ailleurs, il y a une scène qui montre bien ça. C'est quand on voit, au début du film, il y a un groupe de 3 survivants qu'on n'a jamais vus. Et ils se font attaquer par des infectés. Et en fait, il y en a un qui se fait choper et du coup, les 2 autres l'abandonnent et ils rentrent chez eux. Et une fois qu'ils rentrent dans leur base, on se dit « Ah, ils sont enfin en sécurité ». Et en fait, il y a le groupe de Jimmy Crystal qui sont invités eux-mêmes à la table. Et là, on dit « Ça va être la merde ». Et je sens qu'elle a voulu faire ça, Nia DaCosta, montrer ce côté... en fait, à l'intérieur, tu n'es plus en sécurité. Tu es moins en sécurité chez toi. Ouais. Que à l'extérieur, mais du coup je sais plus ce que je voulais dire. T'as emmêlé les pinceaux là. Oui, du coup, non, mais tout ça pour dire que le film parle de toutes ces thématiques là, mais je trouve qu'il y a un manque de fond final qui laisse un peu sur la fin. Je me fais l'avocat du diable, mais à mon sens, le précédent film évoquait beaucoup de points tout autant, et il ne donnait pas vraiment de réponse aussi. Donc pour moi, il n'y a pas un changement radical. Pour moi, il y a cette réponse quand on voit... après, je te laisse, bien sûr. Mais on voit cette réponse quand on voit Jimmy Crystal, justement, avoir les mêmes symptômes que le zombie. Ou avoir en gros, il ne voit plus des humains en face de lui, il voit des monstres. En fait. Et je trouve que la conclusion, c'est que les zombies, c'est une maladie. Le docteur, il va la soigner. Et qu'en fait Jimmy souffre aussi d'une maladie, qu'en fait c'est comme si Jimmy avait lancé une nouvelle épidémie, et du coup il réduit l'état de zombie à quelqu'un de malade. La maladie, c'est la dégénérescence qui était présente dès le début de la saga de l'être humain, la maladie psychologique. Ouais, c'est ça. Et en fait c'est juste le zombie devient vraiment physiquement dans le scénario le prolongement des problèmes des humains, quoi. Je te laisse 2 secondes, mais Jimmy qui a vécu, c'est même pas dit dans le film, mais moi je l'ai pris comme ça. Vous vous rappelez de la séquence dans 28 ans de Danny Boyle d'intro où j'ai dit moi je comprends pas cette scène d'intro. Du coup c'est la scène d'intro avec Jimmy, et je me dis c'est ça aussi qui est dommage, c'est que cette scène d'intro, on retrouve Jimmy dans l'épisode 2, mais au vu de ce qui arrive dans l'épisode 2, je me suis dit c'est dommage parce que je pensais qu'il allait prendre plus de place même dans l'épisode 3. Finalement c'était peut-être lui le personnage principal aussi, au vu de cette scène d'intro. Voilà, petit aparté. Et pour dire aussi que du coup, dans le 2, j'ai l'impression qu'on comprend aussi que c'est une sorte de trauma qu'il a vécu. Et on sait qu'un traumatisme peut créer des pathologies psychologiques. Et je pense que c'est ça qui est intéressant avec Jimmy, et qui est mal développé aussi, c'est que ce mec a vécu un trauma d'enfant et a grandi dans un monde du coup monstrueux. Et c'est aussi ce qui l'a amené à avoir peut-être ces troubles psychologiques de psychose. Eh bien, je vais te dire, je suis certain que c'est ça, parce que je voulais justement revenir sur ça, parce que son père est prêtre. Le truc parce qu'à un moment, il fait faire à ses fingers, là, ses assistants, des moves en mode fais-nous la danse des Teletubbies. Souvenez-vous dans l'intro, et ils sont morts sur ça. Ah oui, mais totalement. Voilà. Ça, pour moi, il y a et du coup, tout est extrêmement lié. Oui, et en fait, de cette scène-là, en fait, c'est son trauma. On a vu son trauma. Et pourquoi la religion ? Pourquoi il parle du Christ, de Satan, etc. Parce que son père est prêtre. Et il le dit à un moment, son père est prêtre et s'est laissé infecter volontairement parce qu'il croyait au fait que en fait, c'était une punition divine. Il avait dit ça parce que moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'il avait dit, tu sais, quand il parle avec avec Ralph Fiennes, il lui dit, Ralph Fiennes, il lui dit, et votre père était le prêtre. Et là, il fait l'amalgame, il dit mon père a lâché en parlant du malin, du coup. Et en fait, Ralph Fiennes, il parle de son vrai père biologique. Et en fait, lui, Jimmy répond. Comme si, quand il dit son père, il parle du malin. Il dit il dit mon père a lâché ses démons sur nous. Et du coup, c'est marrant parce que pour lui, son père, du coup, il n'y a plus son père prêtre biologique. J'ai l'impression dans sa tête, il parle vraiment. Il a son père. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Mais parce que le prêtre, du coup, figure du coup d'autorité. C'est lui qui a la vérité.
Et imagine cette figure-là que tu estimes en tant que père, mais que tu estimes en fait l'amalgame père, parce que on appelle le prêtre le père. Oui. Et bien, cet amalgame-là, en fait, d'un coup, ce mec-là, il décide de dire ouais, ça, là, l'invasion zombie, cette maladie, c'est une punition divine. Et là, tu as l'enfant qui le regarde et qui se dit ok. Et là, traumatisme, comment il survit? Il suit aveuglément ce que le père lui a dit. Et ça crée tout ça. Et du coup, je trouve que c'est excellent de retrouver ce personnage-là. Et je trouve que c'est extrêmement expliqué. Du coup, moi, j'avais pas. Quand je suis sorti de la séance, j'étais plus mitigé. Et ensuite, quand j'ai réfléchi à l'intro, je me dis exceptionnel. Pour moi, surtout, c'était très logique. Surtout qu'il revient il reparle l'intro, il parle de sa mère et de sa sœur qui se sont fait détruire, genre par les infectés. Et du coup, ça a du sens tout ça. Donc pour vous, il y a quand même une logique dans la saga, c'est-à-dire que oui, c'est la continuité, elle se fait facilement et. Bien sûr. Et moi, je dirais même que le personnage de Jimmy Crystal, même si du coup c'est un spoil, il est. On spoil. On l'a pas vu mourir, mais il est quasiment mort à la fin. C'est vrai qu'on l'a pas vu mourir. Mais pour moi, même s'il meurt, il aura sa place dans le 3 parce que c'est vraiment la métaphore du coup de ce que l'humain peut être de plus sombre quand il quand il est malade. Et du coup, pour moi, le 3, il pourrait prendre une direction de reconstruction ou autre parce que le personnage principal, ça reste le jeune Spike. Ouais. C'est d'ailleurs une des grandes frustrations parce que dans le 1, on le suit intensément. Et dans le 2, il est très mis de côté, ce qui donne l'effet série parce qu'on change de perso principal au milieu de la saga, ce qui est déstabilisant. Mais quand on prend le recul, l'enfant, il est confronté au mal le plus pur, qui n'est pas le zombie, qui est Jimmy, qui est le produit des problèmes de la société, on va dire. Je vais résumer parce que c'est bien plus mieux construit, son père, machin. Mais ça fait sens. Mais du coup, voilà, je trouve que dans le cheminement de Spike, c'est peut-être long d'avoir un film complet sur ça, mais du coup voilà, il sort de chez lui, il se confronte au monde, il se heurte au danger du monde, et le 3, reconstruction, ou alors il grandit, ou alors il absorbe ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il va en faire. J'ai hâte de voir le 3 pour ça. Mais dans le 2, il grandit, même si l'évolution est minime, il y a ce côté où au début il est victime de ce monde, et à la fin c'est lui qui se débarrasse du méchant finalement. Et il y a ce côté où il prend en main son destin, et il y a vraiment ce côté où en fait il n'y a plus les mêmes codes. C'est comme si nous on expérimentait en même temps que lui les nouveaux codes de ce monde. Et d'ailleurs, je sais pas, est-ce qu'on va parler de la signification de Bon Temple, du lieu pas spécifiquement, parce que sinon j'aborde juste rapidement ce lieu. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. C'était la renaissance d'une civilisation. C'est comme si c'était le cimetière de l'ancienne civilisation que nous étions, et que maintenant, en fait, on allait devoir reconstruire sur ces bases-là. Et comment on construit un monde à partir d'autant de morts, avec autant de choses qui sont enterrées, et avec des nouvelles figures. Et je trouve que Kelson, comme on le voit, c'est pour ça qu'on le kiffe autant, on se dit, c'est quasiment une figure divine. Tu vois, le mec, il a donné à l'homme comme s'il lui avait donné la pomme. Il a donné à la bête, à l'animal, la conscience. Tu vois, le Samson, j'abuse. D'accord, non, mais il y a ce côté divin totalement mis en place. Et il lui donne la pomme, et à la fin, il le prend dans les bras. Mais c'est Jésus-Christ en fait, Kelson. J'abuse. Mais il y a cette image-là qui est travaillée. Le nouveau Jésus-Christ, qui est pas le Jésus-Christ de la foi, Jésus-Christ de la raison. Et que cette nouvelle civilisation, elle se base sur à la fois une croyance, parce que dans son attitude, même s'il est très rationnel, finalement, il inspire quelque chose de foi, parce qu'il met genre tous les crânes, etc., sur beaucoup liés à la mort, mais ça reste quelque chose de très scientifique. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on explore comment le monde va être à partir de là. Mais c'est vrai quand même que j'avais pas notifié ça, mais c'est quand même cocasse parce que il fait un temple aux morts. Il dit c'est pour rendre hommage, c'est ce qu'il dit, à tous nos morts, mais en même temps, il est pas du tout croyant. Moi, je vois ça plus comme un mémorial, comme un devoir de mémoire, où en gros, lui symbolise vraiment la fin de la société actuelle qui s'est écroulée. Et en fait, il fait en sorte qu'on n'oublie pas cette fin. Et ensuite, il passe le futur en offrant une solution. Je suis totalement d'accord, et c'est la perception qu'on en fait qui... Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, je trouve ça... Je vois le parallèle avec la religion. Moi, je le sens moins, mais je le comprends.
Moi, je vois plus ça comme terre à terre. Justement, il est très Lui, il est terre à scientifique. terre, mais il joue justement dans le film avec Jimmy Crystal avec ce côté. En fait, ça peut être interprété d'une autre manière. Ça peut être Ouais. interprété Ouais, c'est religieusement. bien, ça, Et rend les ça, personnages complexes. je trouve ça Et je fascinant. trouve que aussi, hein. l'ambiguïté est gardée Oui, volontairement. Oui. ça donne un personnage complexe, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est génial. Ah, super personnage, hein, franchement. Enfin, même le meilleur personnage d'Dr. Coulson. Ah oui, il était D'accord. excellent. Mais juste pour finir Ouais. sur par rapport à t'as dit oui, du coup ça a une suite qui se convient Oui, bien. bien sûr. Je vais juste dire un truc. Oui, le second opus suit complètement ce que le 28 ans de Danny Boyle a mis en place. Mhm. On retrouve les mêmes personnages. Il y a une continuité directe. Le seul problème, moi je dirais juste pourquoi je dis que ça donne un côté série, c'est qu'en fait on ne voit pas la vision à long terme sur les 3 épisodes. C'est qu'en fait on a fini le premier, on s'est dit ok, qu'est-ce qui va se passer dans le 2 ? Dans le 2 on découvre un truc où on n'aurait pas pu se douter et t'as l'impression que c'est un truc, une histoire mise de côté parce que Spike, même s'il a une petite évolution, il est très mis de côté, il avance pas énormément. Le docteur, du coup, il trouve une sorte de traitement pour les infectés. Je vais dire un spoil, mais le docteur meurt à la fin. Donc, Je crois qu'on a C'est tout dit. spoilé là. C'est donc voilà. j'ai Non plus mais il faut besoin le de dire au regarder bout le d'un film. moment. Il meurt à la fin. Du coup, quand on finit le film. Encore une fois, on ne sait pas, on se dit, du coup, qu'est-ce qu'ils vont raconter dans le 3 ? Et c'est ça le problème, c'est que ça marche dans les séries, ça marche dans les séries, ça fait très série, où tu dis, ok, qu'est-ce qui va se passer dans la suite, sans avoir une timeline complète. Alors que au cinéma, toutes les trilogies ou les sagas, on sait que le but final du dernier film va résoudre quelque chose. Et en fait, on a moins ce côté d'avancer sur, on va dire, un objectif final qui va relier tous les films. Oui, la cohérence globale de la saga Voilà. qui est mise en place dès le début. Mais bien sûr, sinon, ça suit très bien quand même Mm. ce qu'a mis en place le premier film en termes de personnages. Je suis d'accord avec toi. Encore une fois, je me fais rapidement l'avocat du diable. C'est que je trouve que dans la saga de 28, il y a quand même toujours une idée de tout peut arriver. Il y a en fait les personnages, bon c'est pas Game of Thrones non plus, mais on va dire que en fait finalement il y a plus de règles dans ce monde. D'ailleurs on l'avait dit la dernière fois, c'est un monde où il y a plus de règles, et donc dans un monde où il y a plus de règles, en fait le personnage principal finalement il peut mourir à tout moment. On peut avoir les meilleurs qui s'en sortent plus, même le docteur qui est quasiment un dieu mais qui finalement ne survit pas, et à côté les pires espèces style Jimmy Crystal qui s'en sort finalement bien. Donc c'est aussi pour moi une saga qui montre un monde où il n'y a plus de règles. Donc je trouve que ça fait sens aussi de suivre une trilogie où il n'y a pas de règles, et où donc le deuxième opus on ne sait pas ce qui va se passer. Ça a aussi une bonne qualité quoi. C'est pas les sagas qu'on a l'habitude de voir, mais je trouve ça C'est ce intéressant qui m'a aussi. un peu gêné, disons. Je comprends. En fait, c'est peut-être aussi plane sur toutes les trilogies au monde l'ombre gigantesque du Seigneur des Anneaux. Je sais que c'est grossier comme comparaison, mais en fait, le miracle dans Seigneur des Anneaux, c'est la trilogie où tous les films, quand tu vois les 3 films à la suite, ça a un sens, mais chaque film isolé est en lui-même une œuvre finie. Oui, mais c'est ça. Ouais. Et en Mais c'est ça le fait, principe des trilogies c'est- saga, tu vois. Le principe, en fait, eux ont proposé ce principe qui est parfait. Est-ce que c'est vraiment le principe, un triptyque ? Ça peut être. Enfin là, le mot trilogie, il est Disons peut-être que- moins adapté, mais c'est pas forcément obligé que à la base. Tu vois, Oui, c'est je suis juste 3 d'accord. films. Je suis d'accord. Mais Mais moi, je préfère en tant que spectateur aussi. Je suis un peu frustré parce que j'aime bien. En fait, ça Oui, m'a- mais t'avais dit, je suis douillet. moi j'étais plus d'accord avec ça. T'avais dit que ça aurait été intéressant qu'ils assument plus le côté où c'est une trilogie, mais chaque film va se concentrer peut-être plus sur un personnage et chaque personnage aura une finité. Mais ça s'inscrit dans, par exemple, le premier film parle de le fait de grandir, le deuxième peut-être plus de la mort ou de l'affection, et le dernier d'un autre thème encore. Et je pense, et là j'ai l'impression que c'est pas vraiment assumé. Ils essaient, et en fait, t'as l'impression ils veulent faire une trilogie, mais en même temps ils veulent se concentrer sur des personnages en particulier. Enfin, je sais pas, c'est un peu. Pour moi, ils voulaient en faire 2 et ils en ont fait un au milieu pour les compléter. Pour moi, c'est vraiment, il y a vraiment le 1 et le 3 qui sont vraiment en fait la Mais tu suite. l'as pas vu le 3, tu peux pas ça. Tu vois, non mais je C'est une je supposition préconise qu'on par s'était rapport faite. à la fin, ce qu'ils proposent à la fin, retour du thème, retour des personnages mythiques, Ah oui. retour dans l'histoire, ils Oui, ressortent la fin, de la ouais. forêt. Il y a vraiment ce côté, on est allé dans la forêt. Il s'est passé un truc en mode filler, en mode comme dans Naruto Shippuden, voilà. Il s'est passé village caché, je Oui, sais pas c'est quoi. ça. Ils reviennent et là, ça y est, retour timeline principale avec le personnage principal. Et là, Spike reprend au début, reprend le flambeau à la fin. Et il y a ce côté Ouais. où tu sens que, en vrai, ils ont juste, s'ils auraient pu faire un court métrage au milieu pour aller compléter les deux, ils auraient pu. Mais ils se sont déjà dit, bah vas-y, on fait un long. Je peux pas te Moi, laisser j'ai faire ça. l'impression. Le 2 est essentiel. En fait, il est Il essentiel. est quand même essentiel. Et Parce il apporte que- plein de trucs. hein. Ah, mais je suis Euh, d'accord avec ça. En fait, il est essentiel pour comprendre l'univers et où va nous emmener la réflexion finale de la trilogie. Tu peux pas l'enlever celui-là. Par contre,
d'un point de vue purement narratif, il est frustrant parce que en effet, tu peux l'enlever et la trilogie va se tenir. Par contre, pour comprendre les enjeux, pour comprendre ce qu'ils, je pense, ils vont raconter dans le 3, tu es obligé de passer par cette horreur et voir comment est-ce que, d'après Garland et Danny Boyle, cet univers fonctionne. En fait, où se situe l'horreur, qui sont les hommes, qui sont les zombies. Mais par contre, d'un point de vue narratif, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que j'aimerais qu'en plus d'expliquer ce qu'est l'homme grâce à ce film, on ait en fait envie de suivre l'aventure d'un personnage. Simplement, quoi. Et je te rejoins parce que c'est comme entre deux villes. Imagine, il y a deux villes, Paris-Marseille, il y a un pont entre deux. S'il n'y a pas le pont, tu peux pas faire Paris-Marseille. Donc le pont est essentiel. Sauf qu'on s'est dit, quand on passe le pont, on espère peut-être qu'il y ait une ville entre deux. Tu vois, on va mettre, je sais pas, une belle petite ville, Colmar. Tu vois, c'est une petite ville au milieu. Voilà, tu passes par Colmar, c'est cool. Et là, il y a juste le pont. Et tu te dis, est-ce que du coup c'est une trilogie? Est-ce qu'on peut dire que le pont est une ville qui se tient dans 3 villes, ou est-ce qu'on dit il a une fonction purement de lier les deux villes, quoi. C'est ça. Moi, je me pose la question, je sais pas. Je me permets juste de passer à une autre thématique, parce que je pense qu'on a parlé pas mal de la saga, voilà, mais globalement, je pense qu'on se comprenait sur tous ces points-là. Moi, j'aimerais parler de la notion quand même de communauté, puisque en fait, on l'a évoqué un peu dans la précédente émission où on disait voilà je crois que c'est Louis qui le disait, où il y a les sortes de punk Teletubbies qui marchent très bien. Le docteur il fonctionne, le village médiéval il fonctionne, même si on le voit plus cette fois-là. Est-ce que vous pensez aussi que le film va un peu plus du côté film social, où il parle des dérives sectaires et de ce principe de communauté là, et parce que je dis ça pas pour rien non plus, parce que Nia DaCosta, même si je ne sais pas si vous avez vu spécialement d'autres de ses films, mais son cinéma est avant tout social. En tout cas, le côté social est un des points qu'elle aborde le plus, notamment dans son tout premier film qu'elle avait fait, qui est Little Woods, que j'ai bien aimé. Voilà, où c'était vraiment un film social, je trouve assez réussi. Et est-ce que justement vous pensez qu'elle apporte cette patte-là au niveau des regards sur les communautés, sur les natures, les relations finalement? J'ai peut-être une réponse, sauf si vous voulez direct. Moi je veux bien répondre, mais vas-y. Okay. Je vais être très rapide. Je sais pas si c'est vraiment DaCosta ou Alex Garland, c'est le seul truc. Donc je ne sais pas comment ça a fonctionné le travail. Donc je vais répondre en tout cas pour l'écriture, mais ce que j'adore avec du coup ce regard de communauté des Jimmys, c'est que en fait, même si on a voulu faire, la volonté de Jimmy Crystal, c'est que tous ses subordonnés soient les mêmes, ils aient le même nom, la même coiffure et tout, uniformiser son équipe. En fait, chacun des Jimmys représente une réponse possible à un embrigadement, parce qu'ils ont tous leur caractère, ils vont tous avoir des façons différentes de réagir à ça. Il y a ceux qui vont coopérer à mort, il y a ceux qui vont hésiter. Il y a celle qui va se libérer de son joug. Ouais. Et en fait, j'adore c'est une mini-société humaine avec les différentes catégories sociales qui vont répondre de différentes manières. Et je trouve ça trop intéressant. Est-ce que c'est DaCosta qui l'a fait? Est-ce que c'est Garland? Est-ce qu'elle a réussi à suffisamment l'appuyer à la réal? On peut pas savoir à 100%, mais voilà, en tout cas, voilà, il y a de ça qui joue. Mais il y a une vraie réflexion intéressante. Des Jimmys, mais parce qu'on parlait, il y a plus le village médiéval, mais il y avait là, il y a une nouvelle communauté qu'on croise. Vous savez, avec celui qui meurt un peu bêtement alors qu'il avait vécu 20. Ouais, c'est vraiment presque anecdotique. Perso, c'est pas mon passage préféré. Moi, j'ai pas trop aimé ce passage. Mais je veux dire, c'est comme on parle des communautés aussi, c'est de voir qu'il y a différents aussi regards quand même dans ce film, différentes manières de vivre. Tu veux que je mette les pieds dans le plat? Ben vas-y. Allez, je m'écarte. On mettait le lion dans la fosse. C'est ce que je pensais, ça. Alors disons que je rejoins Louis. Moi, je pense. Moi, j'ai pas vu tous les films de Nia DaCosta, je voulais pas m'infliger ça, je t'avoue, parce que j'ai regardé Candyman et j'ai trouvé ça pas très bon. T'as pas trop aimé Candyman? Sachant qu'en plus, Candyman, c'est Jordan Peele qui l'a écrit, je crois, ou co-écrit avec quelqu'un. Ah, je me rappelle plus. Si, je suis sûr 100%, c'est Jordan Peele qui l'a écrit. Donc déjà, elle écrit pas ses scénars, à part son premier film, mais les films sur lesquels elle a été mise, c'est pas elle qui écrit les scénars. Je sais que les réals peuvent avoir une influence sur le scénar, sur le tournage, etc. Mais quand même, le squelette, il va pas forcément beaucoup bouger. Donc c'est un peu une yes man, on va pas se mentir. C'est parce que Nia DaCosta, je suis désolé, j'ai regardé ce qu'elle a fait, j'ai regardé d'où elle venait, j'ai regardé
pourquoi elle en est arrivée à faire des films, etc. Je sais qu'elle a gagné Sundance où elle était Ouais, un festival, je sais plus pour l'écriture de son premier Oui, film, oui, c'est etc. ça, c'est Littlewood. Mais je suis désolé, depuis, elle a que été prise sur des films ou de commandes. C'est en mode. Typique les Marvel, le Candyman, Voilà. le nouveau. Ouais. Et à 28 ans, c'est pareil. On l'a pris parce que il faut que tu fasses la réal, mais c'est pas elle qui a écrit. Donc j'ai plus l'impression qu'elle n'avait pas une influence énorme dans ses films au niveau du scénar, mais oui, elle est mise sur des films, par exemple Candyman, oui, ça parle de la communauté afro-américaine à Chicago d'une certaine époque. Donc oui, ça parle de message sociétal. Et bien sûr, ces personnages, moi je vais dire un truc, c'est que dans 28 ans plus tard, par exemple, alors c'est vraiment anecdotique, mais je pense que le regard de la réal joue là-dedans. C'est que par exemple les personnages qui sont, on va dire, les plus forts dans 28 ans, la plupart, c'est surtout des femmes. C'est les femmes qui prennent des décisions, c'est les femmes qui réussissent à s'en sortir, on va dire, sans les hommes. La femme enceinte, je suis désolé, c'est ça. Ah, la femme enceinte. Même une des Jimmy, c'est non, mais c'est un point de vue, c'est vrai. Genre une des Jimmy qui est pris d'ailleurs par un des mecs qui se fait torturer et qui met une raclée au mari de la femme enceinte. Elle lui dit tu m'as choisi parce que tu pensais que j'étais la plus faible. Personnellement, je pense que c'est un des regards de Nia DaCosta. Voilà, mais c'est très léger, c'est anecdotique. Voilà, mais je pense que c'est plus sur des petits trucs comme ça. Ça m'avait pas trop marqué. Non, mais c'est pas marquant. Ouais. Mais disons que je pense que si tu regardes bien le truc, je pense que ça peut être ça, c'est des choix de réal, tu vois. Après, sur vraiment le fond du scénar, non. Ça, encore une fois, on peut pas savoir. Après, je pense pas. Le cinéma américain. Et encore une fois, genre 28 ans plus tard, moi personnellement, au-delà du message communautaire et sociétal, vraiment, pour moi, j'y vois plus une vision sur l'humain et sur la survie. Parce que même les Jimmy, au final, ils se communautarisent parce qu'ils doivent survivre. Et je suis d'accord, ils ont chacun leur raison d'être dans ce groupe. D'ailleurs, Spike, il y est malgré lui. Y en a, et d'ailleurs, la fille qui aide Spike dans le groupe, elle, c'est celle qui peut-être doute, elle croit au diable, mais elle doute de Jimmy, si c'est vraiment le fils. Et du coup, ils ont tous effectivement une raison d'être dans ce groupe, mais leur raison à tous, presque, à part pour Spike, c'est de survivre. Mais même Spike, en fait. Parce qu'en fait, au final, il veut pas se faire tuer par Jimmy. Du coup, il reste malgré lui dans le groupe. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis pas d'accord que la survie, c'est le point principal. Pour moi, ça, quand même, on part sur... Non, j'ai pas dit que c'est le point principal. J'ai dit juste que c'est plus mis en avant... Enfin, je trouve que c'est plus mis en avant que le côté communautaire. D'accord, entre ces deux thématiques. Okay. Pour répondre, moi j'ai un désaccord sur ça, parce que pour moi, par exemple sur les personnages féminins, à mon avis c'est un truc qui a été traité au scénario, et que à mon avis le point de vue qui a été choisi par Alex Garland, à mon avis dès le scénario, c'est comme celui de Men, où lui il est beaucoup sur les constructions de société, et que du coup le point de vue pour moi sur celui-là, c'est pourquoi par exemple même une femme enceinte, elle va avoir un rôle d'action, alors qu'on va dire que c'est physiquement quelqu'un qui aurait été plutôt en retrait à cause de la situation, ou pourquoi les femmes prennent plus de décisions de groupe par rapport au groupe et les bonnes décisions. Peut-être que aussi c'est parce qu'il y a une volonté de montrer que dans notre système actuel, dans le système qui a pu être encore plus dans le passé, du coup les hommes prennent les décisions, les hommes sont moteurs parce que la société construit et met en place met la position sur l'homme qui va faire ça, on lui donne ce rôle-là. Alors que là, c'est la fin de société. Et du coup, à mon avis, le point de vue, c'était aussi de montrer que quand il n'y a pas des règles de société, du coup, ça prend le point de vue de la société construite, les rôles sont construits, et que du coup, ils partent du principe que, du coup, dans ce cas de figure, voilà, on va montrer aussi que les femmes prennent des décisions, parce que dans le cas inverse, si elles n'en prenaient pas, c'est parce que la société les empêchait de pouvoir le faire. Je crois que c'est le point de vue. Et honnêtement, je pensais à la même chose. Peu importe, c'est peut-être le point de vue. Je disais juste que c'est pour moi, c'était peut-être le point de vue de Nia DaCosta, mais avec ce que tu viens de dire, oui, ça peut être le point de vue d'Alex Garland. Et du coup, pour répondre à la vraie question de base, Nia DaCosta, du coup, elle a juste réalisé, quoi. mais pourquoi elle ? Moi, c'est la question. Moi, je me dis, pourquoi tu prends une Yes Man ? Tu prends une Yes Man, comme pourquoi un artiste pour un clip, il choisit un réal spécifiquement. Pour moi, si on a choisi Nia, c'est parce que Nia, elle est sensible à ce sujet-là. C'est-à-dire, ce scénario, il va parler quoi ? Il va parler, par exemple, de leadership féminin, par exemple. Je prends l'exemple, c'est pas du tout le cas, mais dans ça, tu vois, par exemple, les personnages féminins ont beaucoup plus de place. Est-ce que finalement Nia est pas plus sensible à ce genre de situation ? Et aussi par rapport aux dérives sectaires et sociales, est-ce qu'elle n'est pas le candidat pour prendre ce scénario-là ? Moi, je crois qu'on a réfléchi. La réelle, par
par exemple, Candyman, communauté afro-américaine, elle est, il me semble, afro-américaine. Ouais. Bah, tu prends une réal qui va comprendre les codes du scénario qui ont été écrits. Totalement, hein. Tu vois, et du coup, je me dis, on a choisi la réal parce qu'elle va pouvoir lire à travers les lignes. Quoi. Oui, c'est bien ça le problème, c'est qu'elle les comprend pas dans Candyman. Et pourquoi Jordan Peele l'aurait pas réalisé alors qu'il l'a écrit sachant qu'il réalise et qu'il réalise bien aussi. Voilà. Moi, je pose la question. Je vais rien dire. Moi, je n'étais pas là dans le bureau avec eux. Moi, je vais rien dire parce que ce serait que des théories. Mais bon. Tout ce que je peux dire, c'est que je trouve que c'est pas une réal très intéressante. J'ai pas vu tous ces films. Je me suis forcé à regarder Candyman, qui était extrêmement mauvais. Voilà. Donc pourquoi elle a été prise sur 28 ans plus tard, j'en sais rien. Je vais rien dire parce que ça peut être très méchant. Mais du coup, honnêtement, moi, c'est plutôt la question, pourquoi pas prendre un réalisateur ou une réalisatrice qui a peut-être un vrai point de vue et qui arrive à faire qui a une meilleure vision de la mise en scène que elle. C'est que c'est très simpliste au niveau mise en scène, image. Je veux dire, on passe quand même de Danny Boyle qui a des très bonnes idées et qui est excellent en mise en scène dans tous ses films, à cette personne-là qui a toujours fait, en tout cas de ce que j'ai vu, des films dire très lambda, pas forcément très maîtrisés sur certains points, voilà, très fade finalement. Donc bon. Moi, je trouve que c'est pas un choix inintéressant de l'avoir choisi. Déjà, qui mettre dans une place aussi étriquée, parce que du coup, t'as avant-après Danny Boyle, c'est écrit par la même personne, c'est une saga, c'est le 4e film sur 5, c'est une institution. Genre, tu vas pas commencer à mettre quelqu'un qui a sa propre patte et qui va déglinguer ta saga. En fait, si tu mets quelqu'un qui assume un style différent, ton film il s'inscrira pas dans la trilogie. Et puis, je pense aussi qu'il y a une raison marketing qui est pas négative, c'est que Danny Boyle, on l'aime aussi pour ça, mais c'est aussi pour ça que le film numéro 1 n'a pas autant marché que le deuxième. Enfin, le premier 28 ans n'a pas autant marché. C'est que son style est spécial. Tourné à l'iPhone, ces séquences un peu shaky, ces trucs un peu moins lisibles, etc. C'est pas quelque chose qui plaît au grand public parce que c'est moins agréable à voir. En mettant dans la trilogie un volet qui est beaucoup plus accessible, on l'a regardé ensemble, la technique, c'est plus un iPhone, c'est une XA35, c'est une grosse caméra. C'est des optiques beaucoup plus clean qui ont une empreinte moins forte sur le visuel. Le visuel, il semble plus propre en fait. Ça ressemble plus à ce qu'on voit d'habitude dans les séries, etc. En fait, c'est pour ouvrir cette trilogie à des gens qui ne seraient pas forcément venus le voir. Pareil, le scénario, on le critique, etc. parce qu'il est plus simple, mais en fait, ça plaît à beaucoup de gens. Même si t'as pas vu celui d'avant et celui d'après, tu peux venir voir le 2 et kiffer. Tu te dis juste c'est une histoire un peu d'horreur chez les zombies. Et en fait, moi, je comprends tous ces choix-là. Je comprends que ça plaise pas, mais je trouve que son rôle n'a pas été logique. Et je dirais qu'elle a réussi à tenir la barque parce que putain va le réaliser ce film là quand t'as cette pression derrière, tu vois. Et quand t'as Alex Garland qui a une empreinte aussi puissante dans tes scénarios, parce que là t'as pas ta place pour ton interprétation perso en fait. Mais je trouve que c'est dommage parce que ça c'est quand même que la saga elle s'inscrit avec une réalisation qui est un peu on sait on va voir un 28 ans, tu sais que enfin ou 28 jours ou quoi, tu vas un 28, c'est que normalement ça va être un truc un peu spécial quoi. Du coup j'ai l'impression que moi quand j'y suis allé je m'attendais à ce que ça soit un peu plus spécialiste. Puis je fais une mini parenthèse, mais on l'avait remarqué cette espèce de plan snorcam quand le zombie, la snorcam c'est la caméra qui est collée à son ventre et quand tu bouges et en fait les effets de style qu'il y avait eu dans 28 ans plus tard par exemple avec les flashs, les photos, bah on sent qu'il y a eu cette volonté de ok je fais comme Danny Boyle et je reprends des trucs un peu spé et j'ai trouvé ça maladroit. Et en tout cas, moi, ça arrivait 2 fois. En fait, ça arrive 2 fois. Et t'as un truc ultra clean, ultra covering, champ contre champ. En fait, c'est pas maîtrisé. Mais c'est quand il y a Samson qui arrive. C'est la première fois que ça arrive. Les autres fois, je trouve ça déjà plus dilué, tu vois. Mais la première fois, ça m'a un peu tiqué. Ça m'a pas bien sûr, c'est ça. En fait, c'est le cul entre deux chaises. C'est le côté, je suis pas Danny Boyle, mais j'essaie quand même de coller au style. J'ai senti un peu ça, tu vois. Et surtout, elle le fait 2 fois et du coup, t'es en mode, tu sais, enfin, il y a pas de cohérence. Et moi, je suis d'accord juste pour. Pas à ce point-là, mais non, mais quand je dis il y a pas de cohérence, c'est qu'en mode la première fois que ça arrive au début du film et après il y a presque 1 heure qui s'écoule avant qu'on le revoie et du coup t'es en mode c'est random, tu vois, ça arrive de façon random. Et je suis d'accord avec Louis, c'est sur le côté marketing et toucher le public, c'est vrai, mais moi c'est plus, quand je disais ça, c'est plus mon côté cinéphile qui aime le cinéma. Bah je suis en mode ok, bon bah Danny Boyle il a fait un film qui sort un peu des clous, qui prend des risques, et comme t'as dit, comme le 28 jours et le 28 semaines, et là on arrive avec un film qui peut en fait qui ressemble à
tant d'autres films et qui est pas intéressant. Et c'est vrai que nous, en tout cas moi personnellement, en tant que cinéphile qui aime le cinéma, je m'attendais à quelque chose de plus frénétique, plus dans les effets de style, comme les 28 ont toujours proposé. Et là, voilà, t'es juste en mode ok. Et c'est un contre-pied, parce que c'est toujours frénétique, et là c'est lent. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté où je comprends aussi le fait d'avoir pris quelqu'un qui va faire un truc plus classique, plus lent, parce que du coup, on va mettre le temps sur un truc. Je comprends, mais c'est dommage parce que j'aurais kiffé un style beaucoup plus marqué, tu sais. Oui, c'est un ça, truc marqué. punk, tu vois. Enfin, pour de vrai. Il y a des petits effets de style que moi j'ai aimé. C'est surtout quand des fois elle filmait un peu le temple des morts, où t'as des timelapses avec des focales très courtes. Et ça donne un côté presque, on va dire, surnaturel à la chose. Et ça, j'aimais bien. Voilà. Mais oui, mais c'est vrai, c'est trop léger. Moi, j'aurais voulu que Nia, tu vois, elle voit ce genre de choses. Elle se dit, c'est quoi, je vais au fond, à fond du délire, je vais expérimenter, je vais aller faire un truc où j'ai vraiment développé cette patte-là que je peux mettre en place. Et j'ai l'impression que le commerce a triomphé. Et qu'il y a ce côté où on prend pas de risque, c'est plat du pied, on va la jouer comme je la joue, je vais faire plaisir finalement à cette saga sans m'imposer trop en termes de style. Ouais, à la fois commerce, à la fois aussi avoir la place qu'elle a eue lors de cette réalisation, parce que peut-être qu'on lui a pas dit c'est pas carte blanche, il y a des charges. C'est ça, et d'ailleurs c'est ce qu'on l'apprend pour ça, parce que Candyman c'est pareil, je veux dire c'est un gros truc qui est sorti. La production c'est toujours une grande question. Voilà, donc je serais hyper curieux de savoir. Donc je sais pas si c'est dommage pour elle ou pas. Mais du coup, peut-être qu'elle est devenue, elle est catégorisée maintenant comme une réalisatrice un peu yes man. Du coup, elle répond à des cahiers des charges. Peut-être elle a un talent qu'elle peut pas exprimer. Donc ça, je sais pas. Voilà. Après, moi, je mesure, même si on trouve que c'est pas assez, rien que de réussir à réaliser un film de ce niveau-là, non, mais bien ça sûr. reste bien au-delà de la moyenne. Qui est capable de le faire. Mais bien sûr, mais après, je veux dire, il y en a plein des réalisateurs et des réalisatrices qui peuvent faire ça à Hollywood. Donc bon, je veux dire, si on veut aller plus loin, je suis d'accord, mais oui, je veux dire, la réelle est propre. Je veux dire, il y a pas trop elle est pas hors sujet, elle est peut-être timide, oui, mais elle est pas hors sujet. Et honnêtement, je crois que Gabriel va s'énerver. Oui, il veut passer à la prochaine feuille. Dernier truc, c'est vrai, pour dire un petit truc positif, c'est quand même ce que j'ai aimé dans le film, c'est que même si la réelle est très simpliste, je veux dire, les plans prennent le temps. Il n'y a pas un montage comme on peut maintenant avoir sur Netflix ou des fois certains films où c'est surcoté à mort. Ou enfin, voilà, genre, je veux dire. Ça reste ok, c'est juste dommage parce qu'on nous on attendait plus d'un 28 ans. Merci pour cette note positive. De toute façon, avant de conclure, on va passer. Bon, ta gueule, Tom. Ok, bon, ta gueule. Attention. Non, on va vous mettre tout de suite un extrait du Behind the Scene, quand même, voilà. Putain, tout ça pour un Behind the Scene. Et dès que cet extrait est passé, ensuite on se retourne pour la conclusion. Allez-y, envoyez là. So let's go. Are you old Nick? You can relax. I'm not Satan. You sure? Kelson is in a landscape of constant threat. He's gone through 28 years of acceptance of this situation. Once Samson comes into the picture, he identifies in Samson some glimmer of human awareness. This is interesting. I think immediately the doctor in him, the curious scientist in him is going, what is going on here? I've been developing an idea about the nature of the infection. Might it mean that there's a way out? Could it mean that there's an answer? There's a possibility for change. Memento mori, I told the boy. There are other monsters besides the infected. How's that? De retour sur le plateau et tout de suite, comme à notre habitude, on va conclure cet épisode avec un bilan en fait, un bilan de notre réflexion. Moi j'aime bien faire ça parce que d'habitude je cite plus de critiques, mais là je vais vous en citer une quand même et vous allez me dire, ça va vous lancer sur un bilan. Voilà, comme il nous reste plus beaucoup de temps, on va essayer d'être efficace. C'est donc Jake Kleinman dans Polygon qui nous dit: malgré les nombreux obstacles qui se dressent devant lui, 28 ans plus tard, The Bone Temple est l'un des films intermédiaires parfaits. Il surpasse ce qui l'a précédé et lance un défi à tout ce qui pourrait suivre. Et une autre critique de Variety, de Peter Debruge sur Variety, qui nous dit: pour les amateurs du genre, c'est une œuvre audacieuse et hallucinante qui comble ce désir si souvent frustré, celui de faire un film de zombies intelligent. Bon, c'est à chaque fois traduit de l'anglais, mais j'aime bien parce que c'est with brain, et comme il mange le cerveau, bref, with brain, voilà. C'était un jeu de mots, mais voilà. Donc bon, globalement j'ai trouvé des critiques
pas tout élogieuse, mais en tout cas très positive. Comme on a été plus dans un regard un peu contrasté, j'aimerais vous lancer là-dessus et qu'on essaie de faire un bilan. J'aime bien le côté film intermédiaire, mais quand même, il y a de la richesse. Vas-y, je me lance. Tu laisses la parole. je dis je me lance. Je me lance alors, je me lance. Je me lance dedans. Bah écoute, moi je suis d'accord. En vrai, c'est ouf, je suis d'accord avec ça. C'est un film intermédiaire, mais qui a vraiment beaucoup de positifs. Mais du coup, nous, on a beaucoup critiqué le fait que ce soit un film intermédiaire et que du coup, comment il s'inscrit dans la trilogie, on l'a beaucoup critiqué en comparaison. Si tu l'isoles, en vrai, c'est pas un mauvais film en fait. C'est un bon film. Sauf que, en fait, t'en attends plus quand ça s'inscrit dans une trilogie. En fait, nous, on a beaucoup critiqué ça. Mais c'est vrai qu'en vrai, je veux dire, il est cool comme film. Il y a un problème avec peut-être le protagoniste, on se rend pas à quel point il évolue, c'est un peu moins classique. Mais on l'aime quand même. Franchement, c'est du kiff. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je me suis pas pris une claque non plus. C'est-à-dire que j'ai pas... Le premier, 28 ans plus tard, je me prends une gifle. Parce que je me dis, la dinguerie, les images d'archives et tout, enfin non, c'est trop fort sur la civilisation, sur ce qu'on avait vécu aussi avec le Covid, ce qu'on a vécu avec tous les problèmes politiques actuels. Je trouve que c'est trop fort. Là, c'est plus léger, mais c'est plus zoom in, c'est plus sur une thématique précise. C'est pas gênant. Voilà, c'était mon petit mot. Merci Thomas. Oui, Tom. Ouais, vas-y, j'y vais comme ça. Un tour de table. C'est un bilan en général. Hein, voilà. Moi, je vais ouvrir le fan club. Il est déjà ouvert, de toute façon, rejoignez-moi, le fan club d'Alex Garland. Oui, j'y suis aussi, j'ai ma carte. À chaque émission. Je suis extrêmement fan de ce qu'il fait. Le scénariste, ouais. J'ai passé un super moment, une super séance. J'ai été mitigé du coup pour conclure parce que moi j'adore être dorloté et que dans une trilogie j'ai une quête finale qui me tienne en haleine. J'ai d'avoir envie de regarder la suite. Là c'est peut-être ce qui manque. À la fin je sais pas à quoi m'attendre. En fait, je sais que je serai pas déçu parce que j'ai confiance en monsieur Alex, mais je sais pas quoi. Je dois attendre, mais quoi? Donne-moi un élément de réponse, quoi. Sinon, le film en lui-même, moins de risques stylistiques. Un peu dommage. Ça m'a pas non plus empêché de le voir et j'ai trop kiffé. Et puis voilà, c'est une belle trilogie qu'on nous propose. Et aussi peut-être manque de cohérence du coup entre les films. Voilà. Ok. Stylistique. Entre le 1 et le 2, oui, par exemple, voilà, stylistique uniquement. Et du coup, c'est peut-être ce qui va enlever des points pour avoir la note parfaite. Quoi. C'était frustré en tant qu'amoureux de l'image. Voilà. Okay. Mais bon, c'est quand même super. Et Tom, en essayant d'être... Je vais mettre un tunnel. Non, moi j'ai aimé le film, je l'ai vu 2 fois, j'ai même préféré ma deuxième séance, tu vois. Donc même si on en a dit du mal, en vrai le film est bon, j'ai quand même kiffé ce film. Par contre ta critique de dire c'est le meilleur film de zombies ou le meilleur de la trilogie ou je sais pas quoi, je pense qu'il faut vraiment pas avoir vu beaucoup de films de zombies pour dire ça parce que franchement c'est un petit peu exagéré non plus quand même, je trouve personnellement, parce que je veux dire c'est quand même des thématiques qui sont déjà abordées même dans la série The Walking Dead et je trouve qu'ils sont extrêmement bien faites dans The Walking Dead, voilà. Mais sinon, voilà, le film a d'énormes qualités. Ralph Fiennes, il est excellent. Et même, je voulais juste parler, le mec qui joue Jimmy, Jack O'Connell, ce mec-là, il est excellent. Il joue dans Sinners que j'ai détesté, mais il joue aussi il joue un antagoniste dans Sinners. Il est excellent aussi. Donc, très bon acteur. Et moi aussi, ce que j'ai adoré, c'est très peu montré dans les films de zombies. Ça, c'est un peu un renouveau, juste pour faire une aparté là-dessus. C'est se concentrer sur la guérison d'un infecté. Oui. Et surtout comment c'est fait. Là, c'est pas en mode on cherche de façon rationnelle dans un labo cliché, comment tuer le virus. Il y a un côté beaucoup plus humain où même nous, enfin en tout cas moi, je commence à avoir de l'affection pour l'alpha. Ah oui. Il était hyper touchant. Oui. Et ça, dans le film, il y a 2 timelines. Il y a la timeline Jimmy et la timeline avec le docteur qui se rejoignent à la fin. Et moi, ma timeline préférée, c'est vraiment avec le docteur. Ah oui. Absolument. Elle est excellente. Pourtant, c'est vraiment, enfin je sais pas, c'était super ça. C'est vraiment ma timeline préférée. Merci beaucoup Tom. Alors, nous allons passer tout de suite au quiz de Radio Ciné. On va être plus sur du questionnaire sur les films de zombies en général. Ça tombe bien, il en avait envie, Tom, il venait de l'évoquer. Ok, alors, vas-y, nous les règles. Ouais, on commence tout de suite. Bon, c'est très simple, c'est un point par question. On a le droit à une réponse, on a le droit. Une réponse, ouais. Et on peut répondre avant la question. Quand vous voulez. Et il est en train de décider des règles en live là. Oui, c'est trop une dinguerie, genre. Donc on a l'habitude. Te fais pas manger par Tom. Pour pas qu'on... Alors tout de suite, la première question du quiz. Quel film de Romero est considéré comme l'acte de naissance du zombie? La nuit des morts vivants. Oui. Vous avez l'année? 73. Pas loin. 68.
fin années 60. Ouais, c'était là. Mais en tout cas, un point pour effectivement La Nuit des Morts Vivants pour ceux qui connaîtraient pas un peu les films de zombies qui auraient envie de se Et lancer. demi-point de mon côté, 73, 68, quand même. Demi-point pour 73. Bon, attends, c'était pas loin. Ça Hein. va pas. Non, mais Ah, oui, il ça. a le point entier, du coup. N'hésitez pas à voir oui, c'est ce une classique, voilà, T'as pas qui eu la est date. considéré comme le premier l'acte de naissance T'allais du dire film de zombie. 2013. Alors, quel film a popularisé l'idée du zombie ultra rapide ? 28 jours plus tard. Un point pour Tom. À nouveau, c'était très simple, puisque c'était le Ah premier oui, c'est film de vrai, la c'est vrai. saga. C'est vrai, c'est juste qu'il est vif. Il est juste vif d'esprit. Donc 2 points, ça commence très fort. Mais là, il faut... Bon, là, ça va être un peu plus compliqué, mais on ne sait jamais. Je crois en vous. Je crois en vous. Quel réalisateur a tourné un film de zombies en 1992 avec très peu de moyens avant de devenir une figure majeure d'Hollywood? Peter Jackson. Bravo. Hein Bravo. Le mec Brain de Dead. Seigneur des Anneaux Brain C'est pas le Dead. mec de Seigneur des Anneaux Ouais. J'ai presque envie de te donner un point bonus Ouais. parce que c'est C'est le le mec réel de du Seigneur des Anneaux Oui, le réel de Seigneur Oh, des la Anneaux qui a dinguerie, fait je savais Brain Dead, qui est un film que putain, j'ai je savais découvert pas il y du a tout. un peu moins d'un an. J'adore. Je suis fan la de ce dinguerie, film. ok. Exceptionnel. C'est dans un des top source critiques, les meilleurs films sanglants. C'est celui qui est en couverture parce que c'est Stylé. c'est à voir. Un must. Stylé. Quel film de zombie, donc pour l'instant tu as 3 points, bravo. Quel film de zombie de 1978 est une satire directe de la société de consommation? Zombie Oui, bravo. de Romero. Non. Mais il est trop fort, il les connaît tous. Non, mais parce que lui c'est vraiment un expert des c'est films très de bien. zombies. Hein, vraiment. C'est excellent. Il y a trop de zombies. Bravo. là. Nous avons ensuite la prochaine question, ça peut-être plus parler à Thomas. Dans Oh. Shaun of the Dead, quel est Merci. le plan de survie ultime de Shaun? S'enfermer dans un. Le garage du fond du jardin avec la Game Boy. Non, C'est et, pas, alors- c'est pas le garage. Quel est son plan pour non pour mais survivre? dans le jardin. La C'est pas ça. cabane de jardin. Le truc dans le jardin à la fin, avec la fin. Alors ouais, non, lié à la fin. enfin, c'est avant. C'est son plan en fait pour survivre. De faire péter le pub. Pas loin. De rester dans le pub. De faire venir tout le monde et de faire Ouais. péter le pub. Alors, voilà, ouais, De comme vivre- c'est ta deuxième réponse. de venir dans le pub et de survivre, non? Oui, mais ouais, c'est ça. c'est ça. En fait, c'est se réfugier dans le Winchester. Et c'est qui ce est que le j'ai pub. dit en Oui, plus au début. Je dis d'aller dans le pub. Ah, t'as dit ça? Non, le Attention. mytho. Non, moi j'ai pas entendu. Il a Mais dit j'étais concentré sur toi. Var. Il a Mais dit. c'est son plan ou c'est parce que C'est son plan Tu ultime, verras c'est la le pub. rediff. ah oui Mais, parce que pour moi tu son plan d'aller au c'était genre Winchester. quelle est son ambition depuis le début du film mais en gros c'est en fait en vivant ses aventures à un bout d'un moment il est obligé de se réfugier là-dedans. Dans le quoi. pub, voilà. Ok d'accord. Parce que c'est le lieu qu'il connaît. Oui mais Exactement. c'est pas son plan c'est en gros son refuge final quoi. Ouais. Bon, question un peu plus. Et c'est comment précise. pour les points là? Moi je vois. Bah, là, on met pas de points pour celui-là. Oh la Qui le pub. Tu non, verras mais- la rediff. Est-ce Tu que- verras. est-ce qu'on est- Mais on est tu d'accord Tu ou verras pas la rediff. J'ai dit Non le mais pub. c'est trop une dinguerie. J'ai Alors, dit même le à la pub. régie là, il se De- plaît, je le vois. Je vois la vitre. Dernière question. Quel est le premier mot que prononce Samson? Moon. Ouais, bâtard. Un point pour lui, un point d'honneur. Au moins un point pour Mec, il a pas dit moon, il a dit Et, lune. et point, et point Je l'ai bonus vu en VF. pour la En musique VF. qui est passée à la fin de Metal Ah oui, putain, c'est. quand il y a le Toi, tu docteur l'as, qui toi. arrive. J'ai oublié. Iron Maiden. Ouais, c'est ça. Oui, bravo. Et le titre c'est un truc de Il y Satan. a toujours une question sur la musique. Mince. The Number of a Beast. Ouais. 1982 la Oui, musique. ouais. Bravo à tous et surtout bravo à Tom qui gagne haut la Oh, main. Mais putain, alors, Ouais, mais les culture j'ai pas eu le temps de faire toutes les questions, mais haut folie, la quoi. main, tu gagnes ce quiz. Ouais, Bravo, le retour bravo. en force, il faudra me détrôner, les gars. Voilà. J'ai le trophée là. Alors, malheureusement, Imaginaire. T'es sur ton terrain, enfoiré. On le sait. nous devons arrêter l'émission. Parce qu'on en a marre. Voilà, parce qu'il est temps. Ouais. Je remercie toutes les personnes présentes. Je remercie Chloé. À la fin, toute fin, on va faire une rapide reco, voilà. Mais de tous les films, merde. n'hésitez pas à rester. Mais avant, je remercie Chloé, je remercie Teddy qui ont réalisé l'émission aujourd'hui, Axel qui nous avait aidé, Antoine du labo de la maison étudiante. Je remercie tous les chroniqueurs ici présents, Tom, Thomas, Louis, comme toujours. Également Nathan Rivière qui fait la communication, Guillaume Larive qui fait le mixage des émissions depuis un petit moment, Aura Studio pour les graphismes, Paul Battista pour la musique, tous les membres de Radio Ciné. Merci de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner, de regarder ça, de liker, ça nous fait très plaisir de commenter. Alors, vu qu'on doit finir, ça doit être très rapide, mais vous avez le temps de recommander un film si vous le souhaitez, voilà. Malheureusement, pas trop développé, mais... Moi, je vais recommander un film. Mais en vrai, c'est un peu de la merde. Je suis pas trop allé au cinéma. Mais je voulais juste faire une aparté du coup. C'est Avatar 3. Tout le monde est allé le voir. Allez. Bon, Je sais c'est que trop Thomas, une il a le dinguerie de seum. faire ça. C'est trop une dinguerie de faire ça. Non, mais en vrai, je le recommande parce que, en fait, moi, j'ai détesté Avatar 2. Vraiment.
Et du coup, il m'a fait un peu plaisir, le Avatar 3. Il a énormément de défauts, mais en fait, il m'a fait plaisir parce que j'ai détesté le 2. Voilà. D'accord. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé le 3 moyen, mais en fait, j'ai tellement détesté le 2 que j'ai adoré le 3. Enfin, j'ai apprécié le 3 en tout cas. Voilà, donc je vous recommande Merci d'aller pour voir la Avatar 3. Louis. Hyper rapide, et c'est possible que je l'ai déjà recommandé dans une autre émission, peut-être sûrement dans 28 ans plus tard, Ouais. mais Men de Alex Garland, parce que Ah oui, tu l'as peut-être déjà c'est recommandé. sûrement possible, mais en fait Mais tu peux re-recommander. je le même, recommande dans le sens Je me où souviens que tu l'avais je trouve que recommandé. ça nous permet de vraiment hyper bien comprendre pourquoi est-ce qu'il est écrit comme ça en fait. Mhm. Genre, en fait, on sent que ça touche vraiment Garland, du coup, cette Le scénario. réflexion. Et en gros, il propose son point de vue, et en fait, Men complète son point de vue. Donc, je trouve ça intéressant et un peu moins accessible. Mais je le recommande. Merci beaucoup. Mais j'espère que ça rentrera. Et toi? 2 films, alors pas récents, du coup, qu'on pourra revoir sur vos sites de streaming préférés. Du coup, c'est Mad God, si je me trompe pas. Mhm. J'ai pas le nom du réal, c'est un film chinois ou hongkongais, je sais pas c'est lequel, mais en gros ça n'a rien à voir, mais c'est un film qui m'a beaucoup plu dans justement le style de réalisation. Nous qui aimons bien Danny Boyle avec comment il propose, comment il raconte l'histoire, bah là je trouvais ça très intéressant, très neuf, et j'ai kiffé. Je crois que c'est un film de 2022-2023. Et franchement, je l'ai redécouvert récemment, où je me dis putain, c'est que cette séance était incroyable au MK2. Donc vraiment, je recommande. Et deuxième, parce qu'on est dans du film de zombies, je sais pas si j'avais recommandé à l'époque, mais Shaun of the Dead, même si bon, voilà, on Ouais, connaît. tu l'as recommandé, Voilà. ouais. J'avais recommandé déjà. Ouais, je crois. Bon bah, et je Ouais. répète, Shaun of the Dead, regardez, franchement, ça vaut vraiment le coup. Je trouve que c'est vraiment un bol d'air frais par rapport au film de zombies, parce qu'à la fois c'est une comédie, mais je trouve qu'elle est vraiment smart. C'est pas juste pour rigoler. On a vraiment sur une vraie réflexion sur les personnages, sur aussi le fait de devenir adulte. Et je trouve que c'est trop bien utilisé. C'est un exemple de comment on peut utiliser des genres, des thématiques, par exemple les zombies ou même les vampires, hein, si on veut aller jusqu'à là. Comment on peut les utiliser pour raconter quelque chose qui vraiment nous touche nous personnellement, quoi. Donc, Merci voilà, beaucoup, je trouvais ça Thomas. génial. Ma recommandation à moi, c'est Annette de Chloé Zhao. J'ai versé ma petite larme, c'était très beau, je m'y attendais pas. Oui, Voilà, et qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. faut le voir. Voilà, il faut le voir, absolument. Alors, merci à tous d'avoir suivi cet épisode sur 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. On espère que ça vous a plu, c'était un régal de faire ça avec vous. Et on vous dit à la prochaine sur Radio Ciné. Restez branchés, c'était Radio Ciné. Ciao!